Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aux actions Jean Monnet, module chaire et centre d'excellence de l'appel à proposition Erasmus+ 2021. Bonjour, je suis Mathilde Bégrand et je suis accompagnée de Morgane Pro. Bonjour. Et de Jean-François Lahoux. Nous avons le plaisir d'être accompagnés par lui. Il est de l'Agence exécutive éducation et culture. Bonjour Jean-François. Bonjour tout le monde. Et donc, Jean-François est avec nous puisque les actions Jean Monnet sont des actions dites centralisées dont la gestion est faite directement par nos collègues bruxellois. Alors, cette vidéo de questions-réponses s'inscrit dans le cycle de webinaires Prêt pour Erasmus+ 2021, organisé par l'Agence nationale française, dont vous trouverez tous les détails sur le site web de l'Agence Erasmus+ France. Donc, vous nous avez posé des questions par écrit et cette vidéo, qui sera aussi accompagnée d'un support PDF, vous permettra de trouver les réponses à vos questions. Donc, nous traiterons tout d'abord des questions relatives aux activités éligibles, puis des questions sur la thématique du budget, puis sur les questions que vous posez sur le formulaire de candidature, et enfin, on terminera sur des questions liées au calendrier. Pour commencer, Jean-François, les premières questions sont pour toi. La première question concerne les chaires et les modules. Est-il possible de prendre en compte les heures d'enseignement d'un module existant pour renforcer, diversifier la formation? En gros, est-ce qu'il faut que je crée de nouveaux cours pour pouvoir déposer un module ou une chaire? Mais en fait, dans l'absolu, non, ce n'est pas une obligation. Mais un cours nouveau renforcerait l'aspect innovant du projet, qui serait vraiment bien mis en avant et appuyé par les experts. En fait. Voilà. D'accord, très bien. Donc, pas obligatoire, mais une innovation certaine qui permet de défendre le projet. Pour les chaires et modules, toujours, est-il possible de prendre en compte les heures d'enseignement d'un module existant pour renforcer la formation? On vient déjà de poser la question, donc je vais passer à la question suivante. Est-ce qu'une partie des 40 heures minimum d'enseignement sur un module peuvent être faites par un personnel extérieur à l'établissement? Oui, effectivement, les 40 heures peuvent être distribuées sur plusieurs professeurs et entre autres avec un professeur invité d'une autre université. Le module leader, donc celui qui va gérer le module, effectivement, devrait faire des heures, mais lui-même, ce n'est pas obligatoire. Il peut être simplement le gestionnaire du module. Il n'est pas obligé non plus de faire un nombre d'heures minimum parce qu'il est le coordinateur du module. Voilà. D'accord. Donc, les 40 heures, c'est ce qu'on avait dit dans notre première présentation, peuvent s'appuyer sur une équipe académique, en fait. C'est ça, exactement. Alors, dans le contexte actuel, en fait, une question qui nous a été posée et qui est pertinente, du coup, c'est est-ce qu'il y a un minimum requis de cours en présentiel ou est-ce que tous les cours peuvent être donnés en distanciel dans le cadre des heures minimum à donner, 90 heures minimum dans le cadre de la chaire ou 40 heures minimum dans le cadre des modules? Il n'y a aucune différence entre les deux façons de faire, que ce soit présentiel ou distanciel. C'était déjà le cas avant la pandémie. Évidemment, la pandémie a renforcé le distanciel, c'est clair, et on voit que ça fonctionne. Donc voilà, c'est considéré tous les deux au même niveau. Merci. Morgane, je te laisse la parole pour les prochaines questions. Oui, alors d'autres questions toujours concernant les activités éligibles. Donc la première, le détenteur d'une chaire doit être, c'est ce qui est inscrit dans le guide, Permanent Staff Members at the Applicant Institution. Donc qu'est-ce que cela signifie? Alors, donc ça veut dire que le candidat pour une titulation de chaire doit être salarié dans l'établissement dans lequel il travaille, donc dans l'enseignement supérieur là où il travaille. Donc, ça ne peut pas être un professeur détaché d'une autre université, il faut qu'il soit salarié dans l'université avec laquelle il postule. D'accord. Autre question, concernant les activités de la chaire, toujours, est-il possible de prévoir des enseignements complémentaires dans des universités étrangères? C'est tout à fait possible, c'est bienvenu d'ailleurs.
si le professeur a le temps. Mais en tout cas, là-bas, c'est que les 90 heures d'enseignement obligatoire doivent se faire dans l'établissement d'origine. Au-delà de ces 90 heures par an, d'autres professeurs peuvent s'ajouter aux enseignements et aux projets. Et effectivement, d'autres professeurs d'autres universités aussi. C'est le bienvenu aussi, effectivement. J'aimerais ajouter d'ailleurs qu'au cas où le titulaire de la chaire, durant les 3 années, au milieu du projet, si jamais il a une autre opportunité d'emploi, ça peut arriver, ou fait une année sabbatique ailleurs, il est obligé de trouver un représentant, quelqu'un qui le remplace, un remplaçant, pardon, qui a les mêmes compétences et le même profil, ou en tout cas vraiment parallèle à lui ou à elle. Voilà. D'accord. Et dans ce cas, l'agence exécutive devra de nouveau valider la personne. C'est ça, sur base du CV de la personne remplaçante. Oui. Ok. Alors, autre question, donc toujours sur les activités de la chaire. Est-il possible d'organiser un événement dans un lieu non universitaire? Donc, en l'occurrence, c'était un site archéologique. Oui, ça fait partie des activités en marge des enseignements qui sont la base pour ces projets-là, pour cette activité-là. Effectivement, ça peut très bien arriver d'être vers une activité à l'extérieur. Du moment que ça rentre dans le cadre de la chaire, il n'y a pas de souci. Alors, merci. Voici les questions qu'on avait reçues sur activité éligible. Maintenant, on va attaquer les questions sur les questions budgétaires. Alors, la première question, je vais demander peut-être à Morgane de répondre parce que c'est une question assez franco-française qu'on nous pose souvent. Comment articuler le taux horaire pour la France aux heures de la chaire ou du module Jean Monnet dans le service habituel de l'enseignant? Alors, il y a une petite confusion en fait, Morgane. Est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà, c'est-à-dire que la subvention qui est accordée pour une chaire ou un module n'a pas vocation à financer le taux horaire du titulaire de la chaire ou du titulaire de la chaire en tant que tel, en fait. Même si la subvention est calculée en fonction du nombre d'heures d'enseignement, mais aussi du pays d'origine du candidat d'ailleurs, elle a une portée plus large, en fait, et plus flexible, puisqu'il s'agit de financer toutes les activités en fait liées à ce projet Jean Monnet. Donc après, c'est vraiment à vous de décider du taux horaire de rémunération qui sera donné au titulaire de la chaire. Merci Morgane. Et Jean-François, les 3 prochaines questions sont pour toi. On a toujours des questions sur comment justifier le cofinancement, comment justifier nos dépenses. Donc, je crois que tu vas pouvoir rassurer les candidats. Alors, la première question, c'est pouvez-vous expliquer comment est calculé le cofinancement de 80% de l'UE pour les centres d'excellence? Alors, donc je le dis toujours, c'est une manière de voir, d'interpréter. Comme c'est une subvention forfaitaire, nous n'allons pas chercher d'où viennent les 20% qui viennent des enseignements supérieurs. Sauf que ces 20% sont là pour clôturer le budget, puisque nous soutenons jusqu'à une hauteur maximale de 80%. Et donc, il faut, si vous voulez, vous devez voir les dépenses que vous avez faites durant les 3 ans comme une enveloppe unique. Dans l'enveloppe, il y a les 80 et les 20% de chez vous. Ça fait 100% de dépenses. C'est comme si tout était dans une enveloppe. Évidemment, au niveau des revenus, ben là, il y a 2 revenus, le nôtre et celui de votre université ou institut supérieur. Pardon, oui? Oui, non, je te remercie. J'allais te remercier et te dire que c'était très clair, mais je vois que tu veux rajouter une petite phrase. Alors, je te redonne la simplement parole. aussi, oui, pas oublier que ici, c'est basé donc sur un aspect forfaitaire et sur les heures d'enseignement. Donc, on vous demande de faire 90 heures minimum par an. Donc, ça fait 270 heures au total. Pour les chaires. Voilà, pour les chaires. Et il n'y a que ça à introduire dans on appelle ça le grant calculator. C'est la calculette de la subvention, si vous voulez. Vous introduisez simplement le nombre d'heures
que vous voulez faire. Et à la fin du projet dans 3 ans, vous mettrez le nombre d'heures réellement délivrées, moins ou plus. Voilà. Et ça calcule automatiquement la subvention. Ok, très bien. Alors, du coup, les 2 autres questions d'après, c'est sur les questions de cofinancement. Donc, la première question, c'est comment et quand doit-on justifier le cofinancement attendu du coordinateur, donc 25% pour les chaires et modules et 20% pour les centres d'excellence. Et puis, une question, je vais la poser en même temps parce qu'elle ressemble et elle complète. Du coup, comment et quand doit-on justifier de nos dépenses du cofinancement forfaitaire de l'Union européenne? OK. Donc là, la première, ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. Donc, les budgets sont basés sur des sommes forfaitaires et des coûts unitaires. Donc, il n'y a pas lieu de justifier l'apport budgétaire de l'établissement. De même, aucune justification requise des dépenses. Donc, les budgets sont maintenant basés sur des sommes forfaitaires, comme je l'ai dit. La seule chose, c'est que c'est une manière de calculer beaucoup plus simple pour vous et pour nous aussi, il faut le dire. Mais vous êtes tenu de garder toutes vos dépenses durant 5 ans minimum dans l'établissement, les factures de voyage, de toutes les activités qu'il y a eu, si jamais vous avez un audit alors national. Voilà. D'accord. Donc, je garde bien tous mes justificatifs de dépenses, mais par contre, la réalisation du projet, s'il a bien été réalisé, ça ne va pas s'appuyer sur ces dépenses-là, ça va s'appuyer sur des critères qualitatifs. C'est ça que tu as envie de nous dire. Exactement, oui. D'accord. Ouais. Donc, effectivement, ça, c'est un grand changement par rapport à ce qui se faisait avant dans Jean Monnet. Non, franchement, c'était déjà les sommes forfaitaires, c'était déjà comme ça avant. Mais là, on renforce encore plus l'aspect scientifique du projet. Mais ça, on va peut-être en parler après. Mais tout ce qui est l'impact du projet durant les 3 ans et surtout après. Voilà. Très bien. Merci. Morgane, je te laisse la main. Oui, alors 2 autres questions, toujours sur le budget. Comment est réparti le budget total entre les candidatures aux actions modules, chaires et centres d'excellence? Mathilde, je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, allez, je vais répondre à celle-là. Donc là, on parle bien du budget total dédié à l'action Jean Monnet. Et donc, le budget total de cette action est de 10 millions d'euros, avec 4 millions dédiés à l'action module, ce qui devrait permettre de financer autour de 130 projets. 4 millions pour l'action chaire, soit environ 80 projets, et 2 millions pour l'action centre d'excellence, soit minimum 20 projets sélectionnés. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Oui, bien sûr. Okay. Donc là, on parle simplement des actions liées à l'enseignement et à la recherche. Tout à fait. Centre d'excellence. Hein. J'aimerais simplement signaler que Jean Monnet, dans l'enveloppe globale, c'est plus ou moins 30 millions. Parce que nous soutenons aussi 2 nouvelles actions, comme ça je le dis, plutôt centrées vers les écoles et la formation professionnelle, pour un peu attirer la dimension européenne dans cette catégorie-là d'étudiants. Et aussi, nous soutenons, ça c'est pas une petite anecdote en plus, c'est que nous soutenons les 7 institutions désignées, telles que l'Institut de Florence, le Collège de Bruges, etc. Voilà. Tout à fait. Donc, toute action en fait, qui va permettre de développer l'enseignement, la formation, la recherche sur les questions d'intégration européenne. Voilà. Et c'est vrai que ces nouvelles actions dédiées aux organismes scolaires ou de la formation professionnelle, vous retrouvez, si vous êtes intéressé par ces actions, justement, sur le site de l'Agence française, vous trouverez le lien qui vous ramène vers le webinaire qui a été fait par les collègues de Jean-François Lahaut de l'Agence exécutive. Donc, n'hésitez pas à voir ce webinaire, il est en ligne, vous pouvez le regarder à nouveau. Alors, une autre question, donc toujours sur le budget global, en fait, dédié à l'action Jean Monnet, donc action Jean Monnet enseignement et recherche, on revient à notre sujet central. Comment est réparti donc ce budget entre les candidatures d'établissements appartenant aux pays membres du programme Erasmus+, et les candidatures qui viennent d'établissements de pays partenaires du programme? Est-ce qu'il y a une répartition prévue en fait entre ces 2 catégories de pays?
Mais en fait, il n'y a pas, pardon, mais il n'y a pas de répartition entre pays, programmes ou partenaires. L'enveloppe est globale et c'est pas au niveau de pays que c'est évalué. De toute façon, l'évaluation est basée sur ce qui est écrit dans le projet et quel va être son impact durant les 3 ans de son activité. C'est tout. La seule chose qu'il y aura l'année prochaine, c'est qu'on aura peut-être des fonds de la direction générale NIR, qui est là, en fait l'ancienne direction générale élargissement. Ça veut dire des Foreign Instrument Partnership, on aura peut-être une enveloppe pour renforcer tel ou tel pays parce que la commission décide que ce pays est moins touché par l'explosion monnaie. Mais cette année, ça ne rentre pas en lieu de compte, en tout cas. Voilà. D'accord, donc c'est la qualité du projet qui est sélectionnée avant tout. C'est ça, tout à fait. Alors, une autre question, donc maintenant sur le formulaire de candidature, pouvez-vous expliquer de quoi est composé exactement le dossier de candidature? Je vais me permettre de répondre à celle-là et je veux bien, Jean-François, que tu complètes peut-être par les informations plutôt qualitatives. Donc, vous retrouverez dans le dossier de candidature en fait plusieurs parties. La partie A avec les informations administratives, alors c'est généré par le système quand vous rentrez votre code PIC, le code PIC de votre établissement. Vérifiez bien de ne pas en créer un. Utilisez bien le code PIC déjà existant de votre établissement. Demandez à vos services centraux quel est le code PIC de votre établissement. C'est très important de ne pas en recréer un. Et en fait, en le rentrant dans la partie A, le système générera les informations sur votre établissement. Ensuite, il y a ce qui s'appelle une partie B. C'est la description technique narrative du projet. Elle est à télécharger au format PDF avec ses annexes dans le système de soumission. Donc, à télécharger en termes de sortie, vous aurez un document Word. Et puis, une fois que le document Word est complet, vous l'aurez à télécharger en le rentrant dans le système en format PDF. Alors, les 2 points sur lesquels on voulait attirer votre attention sur cette partie B, et puis Jean-François, je te laisserai compléter, c'est que ce document, c'est le même pour toutes les actions Jean Monnet. C'est-à-dire que certaines questions ne concernent pas toutes les actions. Donc, c'est noté, il est écrit non applicable pour les modules ou non applicable pour les centres d'excellence. Donc, lisez bien les instructions en face de chaque question. Et puis, par rapport au formulaire des années précédentes, pour ceux qui avaient l'habitude, les questions sont beaucoup plus généralistes, puisqu'elles s'adressent à toutes les actions. Donc, il est extrêmement important pour répondre aux questions de bien vous référer en permanence aux critères d'attribution de votre action. Donc, si vous candidatez à module, de bien regarder les critères d'attribution de module, ceux de chaire ou ceux de centre d'excellence que vous retrouvez dans le guide Erasmus+ 2021 pour comprendre derrière cette question assez généraliste quels sont réellement les éléments que l'évaluateur va chercher, va évaluer. Et Jean-François, je crois que tu voulais nous dire quelques mots pour la partie impact de ce formulaire de candidature. Déjà, effectivement, de bien se référer aux critères d'attribution et aux paragraphes impact et qualitatif qui sont dans le guide, mais je te laisse aussi dire quelques mots peut-être sur ce sujet-là. OK. Donc, en fait, la candidature va se baser sur les 4 critères d'octroi, les 4 critères d'attribution. Ces 4 critères sont les suivants. Donc, le premier, c'est la pertinence du projet. Pourquoi vous faites ce projet? Sur quelle base vous le faites? Quels sont les éléments innovateurs? Comment vous allez le gérer, etc. La partie 2, c'est la façon dont le projet sera organisé durant les 3 ans, la méthodologie, quels sont les rôles de l'équipe, comment est-ce que vous allez dialoguer, etc. Le troisième critère, c'est le partnership. Alors, en tant que partnership, ce n'est pas le fait que vous ayez des partenaires, c'est le fait que vous avez évidemment une équipe. Quelqu'un qui tient un module ou une chaire, notamment, il n'est pas tout seul, il va travailler avec des personnes de son département, voire d'autres, voire peut-être avec des stagiaires, je ne sais pas. Enfin, bref, il faut qu'on montre une cohérence entre cette équipe.
Et aussi, quelque chose d'important, c'est que vous ayez l'aval du président ou du directeur de l'Institut pour qu'il soit aussi en accord et dans les mêmes lignes de conduite que le projet proposé et qui vous soutienne à ce niveau-là. Parce qu'il faut oublier que c'est lui qui est le co-bénéficiaire de la subvention en tant que représentant légal de votre université ou de votre institution. Et enfin, le dernier, c'est pour moi un des plus importants. Enfin, pour moi, le plus important, c'est la pertinence, totalement, c'est clair. Mais alors, ce qui est très important, c'est le dernier, c'est la façon dont vous allez faire connaître votre projet à l'extérieur, en dehors du milieu académique, par quels moyens, allez-vous toucher la société civile, l'administration, par exemple, ou les décideurs politiques, toute cette société civile qui peut graviter autour du projet. Et donc, l'idée aussi, c'est ça aussi, l'intégration européenne, c'est tenter de toucher les gens qui sont les moins impactés que le milieu académique à ce niveau-là. Et donc, ça fait partie de l'impact. Dissémination et visibilité, bon, ça, c'est évidemment le site web, les médias que vous pouvez utiliser, Facebook, Twitter, j'en passe. Et alors, cette année, ce qui est nouveau, c'est la durabilité, sustainability en anglais, c'est la durabilité de votre projet. Comment allez-vous faire pour que le projet puisse durer, pas le projet lui-même, puisque ça c'est limité dans les maximum 3 ans, mais que les activités vont pouvoir se poursuivre, certaines activités en tout cas, vont pouvoir se poursuivre après. Est-ce que le site web sera toujours bien présent et sera toujours nourri après la subvention? C'est important que ce ne soit pas limité dans le temps. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, tout ça dans la partie B. Et vous verrez, il y a aussi une partie C. Alors là, ce sont les critères d'éligibilité spécifiques. Peux-tu revenir sur la partie précédente, s'il te plaît, Morgane? Oui. La partie C, c'est les informations des critères d'éligibilité spécifiques qui sont à saisir dans le portail de candidature. Donc, par exemple, dans les chaires, dans votre candidature CER, la partie C vous demande la répartition des heures, le nombre d'heures minimum que vous allez faire, enfin, le nombre d'heures que vous allez faire, pas minimum d'ailleurs, pour les 3 ans, le nombre d'heures que vous allez faire l'année 1, l'année 2, l'année 3. Voilà. Pour les modules, c'est le pareil. Et sur les centres d'excellence, c'est est-ce que vous ne candidatez bien qu'avec un seul centre d'excellence. Et puis le dernier, pas des moindres, ce sont les tableaux budgétaires qui sont pareils à télécharger dans le système de soumission. Attention, quand vous téléchargez les annexes, donc quand vous les sortez en format Excel, vous aurez les 2 tableaux qui sont disponibles directement, le tableau pour les modules et les chaires, mais également le tableau pour les candidatures d'excellence. Vous l'avez compris dans ce que Jean-François Lahoux vous a expliqué précédemment, ce sont 2 systèmes différents pour monter vos budgets. Donc, ne vous trompez pas de tableau. Et donc, sur les 2 slides d'après, on vous a fait quelques petites captures d'écran pour essayer d'illustrer ce qu'on vient de vous dire. Donc, voilà, là, vous avez le premier écran sur lequel vous arrivez, vous allez renseigner le code PIC. Mais surtout, sur la droite, vous avez Download Part B Templates. Et donc, c'est là que vous récupérez la partie B, la description technique narrative du budget, mais également les tableaux budgétaires. Donc, c'est là que vous sortez ces pièces. Et puis, sur une page, voilà, vous arrivez sur cette nouvelle page et c'est là que vous allez télécharger, remettre à l'intérieur les documents que vous avez complétés. Donc, en l'occurrence, la partie B de la description narrative. Cette fois-ci, vous la remettez dans le système, complétez tous les bons conseils que Jean-François vous a donnés précédemment en format PDF. Vous chargez également votre tableau Excel, donc le bon tableau Excel, bien complété. C'est également à cet endroit-là que vous allez charger les CV des membres clés de votre projet. Et puis, c'est là aussi, vous voyez, entouré en rouge, où vous pourrez appuyer sur le bouton Edit Part C, et c'est à cet endroit que vous remplirez les critères spécifiques d'éligibilité. Et puis après, vous validez, et c'est bon. Votre candidature. Et il faut soumettre aussi. Voilà, et on valide et on soumet. Voilà, si on ne soumet pas, on loupe une étape importante. Merci Jean-François. C'est de l'intérêt de t'avoir fait venir aujourd'hui pour participer avec nous à cette vidéo.
Non, mais par exemple, vous validez, et puis c'est peut-être le moment aussi d'avoir l'aval du président. Oui. Vous faites une petite réunion rapide avec lui, et puis vous êtes d'accord. Enfin, oui, c'est un consensus. Et puis voilà, vous activez la soumission. Voilà. Ce qui est intéressant, Jean-François, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est qu'avec ce système de candidature, on peut valider sa candidature, mais revenir dessus. Tant qu'on a. Même Voilà, si j'ai. une Voilà. fois c'est soumis, c'est fini. D'accord. Ouais. Voilà. Et ben, on va passer aux questions suivantes, parce qu'il y a encore des questions sur les formulaires de candidature. Oui. Alors, ça concerne notamment les CV. C'est une question qui revient souvent. Concernant les CV, doivent-ils suivre un modèle particulier? Alors non, il n'y a pas de template particulier à utiliser ou qui est exigé, même s'il est préférable d'utiliser le même modèle en fait pour tous les CV, tout simplement pour une facilité de lecture en fait des évaluateurs. Bien. Et puis, doit-on indiquer que les professeurs dans la partie Project Teams and Staff, est-ce qu'on doit parler que des professeurs justement dans ces CV? Alors non, pas forcément, pas seulement les professeurs. En fait, vous devez mentionner toutes les personnes clés dans la mise en œuvre de votre projet. Les personnes clés donc dans les aspects académiques et aussi administratifs. Merci. Effectivement, un projet s'appuie sur la partie scientifique, mais aussi sur la mise en œuvre réussie avec le soutien de vos administratifs. D'autres questions toujours sur le formulaire de candidature. Alors, on a vu, comme on l'a vu sur les captures d'écran précédentes, il est disponible en anglais, mais est-il possible de le remplir en français? Je ne sais pas, Jean-François, est-ce que vous voulez répondre? Oui. Ben oui, effectivement, toutes les langues, les 24 langues officielles de l'Union européenne peuvent être utilisées. C'est dans le traité, donc on ne peut pas refuser une langue quelle qu'elle soit, mais ça doit rester une des 24 langues officielles de l'Union européenne. Alors ensuite, il est conseillé de ne garder qu'un seul work package pour les chairs. Cela veut-il dire que tous les enseignements, événements, activités de recherche, etc., doivent se trouver dans le même work Oui, package? c'est considéré comme un work package, les modules ou les chaires. C'est un seul work package, puisque c'est basé, en gros, c'est basé sur les enseignements. D'accord? C'est basé sur une activité, on va dire, de base. Et puis le reste, c'est toutes les activités autrement nécessaires, mais qui sont autour de l'activité de base. Voilà. Et donc, ça, c'est un seul work package, alors que le centre d'excellence en contient plusieurs. Voilà. D'accord. Donc, un seul work package pour les modules et pour les chaires et plusieurs work packages pour les centres d'excellence. Voilà. Autre Alors, Pardon, oui. une petite anecdote, enfin, quelque chose d'important. Dans les centres d'excellence, donc il y a plusieurs work packages, il peut y avoir un work package d'enseignement. Oui. Okay? Et dans ce work package spécifique, là, vous pouvez utiliser le budget Grand Calculator. D'accord. Évidemment. Mais pour le reste, c'est un budget classique. Okay. Enfin, c'est aussi des lump sum, mais là, dans les enseignements, vous avez déjà le calculateur, enfin, le calculateur qui est déjà fait. Pour les autres, c'est vous qui décidez du forfait qui doivent être accompagnés de tel ou tel work package. En fait. Très bien. Merci pour cette précision. Autre question, la candidature fournit un tableau timetable incluant 6 années. Donc, est-ce que les candidats, dans le cadre d'un centre d'excellence, doivent prévoir des activités sur 6 années? Non. Ça, c'est effectivement parce que le formulaire est construit pour plusieurs activités et ça ne concerne pas les centres d'excellence. D'accord. Donc, encore une fois, il faut vraiment ignorer les questions ou les éléments qui ne concernent pas l'action à laquelle on candidate. Oui. Et pourriez-vous détailler qui peuvent être les autres bénéficiaires et les entités affiliées pour le Centre d'excellence Jean Monnet? Alors, rappelons que les activités dont on parle maintenant ici d'enseignement et de recherche sont mono-bénéficiaires. C'est-à-dire que les partenaires ne sont pas requis obligatoires. Évidemment, vous pouvez dire dans votre description de projet
que vous travaillez en partenariat avec tel ou tel département, université étrangère. C'est pour ça qu'au-delà des 90 heures, un professeur viendra faire un module sur ça ou ça ou ça, ou viendra donner quelques heures, ou moi-même j'irai et peut-être faire aussi des activités de séminaires, de tables rondes, que sais-je, avec d'autres pays ou d'autres facultés. Voilà. Mais ça ne doit pas être rempli dans… Quand vous allez voir, par exemple, consortium, ce n'est pas un consortium. Ça reste une activité monobénéficiaire. Par contre, dans votre projet d'exécution, là, vous pouvez dire nous travaillons avec tel ou tel établissement aussi pour le projet. D'accord. Voilà. Merci pour ces réponses. On va passer au calendrier. Alors oui, effectivement, 2 dernières petites questions sur l'aspect calendrier. Alors, la première, elle est liée au contexte, Jean-François, dans la mesure où la notification de sélection arrivera fin 2021 et la signature de contrat 2022. Est-il possible de faire commencer la chaire en septembre 2022 pour la faire concorder avec le calendrier universitaire français, mais aussi majoritairement européen? Qu'en penses-tu? C'est une très bonne question parce que nous sommes nous-mêmes un peu dans le brouillard à ce niveau-là, puisque c'est tout nouveau. L'appel, la proposition est sortie en mars alors qu'il sera en octobre normalement. Donc, tout est chamboulé. Pour le moment, tout est possible. Tout est possible. Il y a aussi moyen de faire une prolongation, de demander une prolongation pour raison de force majeure. On ne vous laissera pas tomber, ça c'est clair. Maintenant, ce sera peut-être aussi rétroactif. Mais là, il faut que la Direction générale budget soit d'accord avec de modifier légèrement le règlement financier, parce qu'il est dit que toute activité ne peut commencer avant la signature du contrat. Donc voilà, je pense qu'on aura plus de précision en septembre à la rentrée. D'accord, très bien. Donc, je retiens de ta réponse, tout est possible, on ne vous laissera pas tomber. Voilà. Je pense que ça, c'est un message important. Mais oui, évidemment. Et donc, du coup, tu nous as donné une transition pour cette dernière question, et puis on va laisser Morgane répondre. Du coup, quel serait le calendrier de l'appel à projet 2022? Oui, et là certains collègues aimeraient bien le lancer déjà en octobre. On ne sait pas très bien, parce que si on faut qu'on finisse sur quelque chose de positif, Jean-François. Donc, on va se dire qu'on va tenir le calendrier traditionnel. Bon, je n'en sais rien. Franchement, je ne peux pas vous dire oui. C'est encore en discussion. Donc, l'idée, effectivement, c'est de repartir avec le calendrier qu'on a tenu pendant 2014-2020, c'est-à-dire octobre-novembre. C'est un challenge. Peut-être qu'on y arrivera pour qu'en fait, il n'y ait pas chaque fois un décalage année après année. Donc, voilà. OK. Alors, du coup, je vais me permettre de dire que le message officiel pour le moment, mais vous voyez, il y a quand même des discussions sur ce sujet, mais le message officiel, mesdames, messieurs, c'est qu'on reprendrait le calendrier, en tout cas, on va faire le maximum pour reprendre le calendrier traditionnel. Alors là, à la fois sur les actions centralisées et décentralisées, avec des publications octobre-novembre, pour coller au mieux à ce qui se faisait dans l'appel précédent. Et aussi, on sait que toutes vos procédures internes et vos habitudes de candidature se faisaient sur cet ancien calendrier. Mais vous l'avez compris, plus d'infos à venir aussi dans les prochains mois. Voilà, tout à fait. Morgane, Jean-François, merci beaucoup pour vos interventions, pour cette session de questions-réponses. Merci à vous. Si derrière votre écran, après avoir visionné cette vidéo, vous avez encore des questions spécifiques ou des informations supplémentaires à demander, n'hésitez pas à contacter Jean-François Lahoux et ses collègues à l'agence exécutive. Et vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur ce diaporama. Oui, c'est une adresse email fonctionnelle. Donc après, ils distribuent aux collègues respectifs. Voilà. Très bien.
Donc, merci à nouveau à Jean-François de sa présence. Pas de Merci problème. à toutes et à tous et on vous souhaite une bonne rédaction de candidature. Oui, Au bon revoir. courage. Au revoir.